Ici Ricao pour l'imports.com. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu originale. Le format change de l'ordinaire. Ça va être une présentation sur PowerPoint et le titre sera Théorie, concept et fonctionnement du poker. Alors comme son nom l'indique, ce sera une présentation théorique sur les mécanismes du poker. En fin de partie, il y aura un peu plus sur le bet sizing, sur des trucs un peu plus concrets. Je pense que cette vidéo peut intéresser beaucoup de joueurs de tout niveau, mais surtout les débutants, puisque ça va être beaucoup de théories de base, ça va être des concepts relativement simples, mais ça peut être aussi intéressant pour les joueurs avancés qui ont probablement une idée intuitive des mécanismes du poker sans vraiment avoir trop réfléchi sur les mécanismes et les rouages du poker d'une manière plus poussée. Donc j'espère que cette vidéo vous intéressera. Alors ça va se découper en plusieurs parties. Chapitre 1, les bases. Chapitre 2, fonctionnement du poker. Chapitre 3, profitabilité contre exploitabilité. Chapitre 4, bet sizing. Chapitre 5, quelle action. Alors on va commencer par les bases. Alors le poker c'est un jeu à information semi-parfaite, voire imparfaite. C'est-à-dire que c'est un jeu à mécanisme séquentiel, c'est-à-dire qu'on joue chacun joue l'un après l'autre et on connaît les actions précédentes. Par exemple à la turn on sait ce qui s'est passé pré-flop et au flop, mais c'est un jeu à information imparfaite du fait qu'on ne connaît pas les tirages des cartes, enfin qu'on n'est pas sûr qu'il va y avoir des séquences après notre action. On ne sait pas combien de séquences il va y avoir. On ne sait pas s'il va fall, donc dans ce cas-là il y aura plus de séquences. On ne sait pas s'il va raise, etc. Et aussi c'est un jeu à information incomplète, c'est-à-dire que le hasard intervient et de plus on ne connaît pas les cartes adverses. Je ne suis pas un expert de la théorie des jeux. Si vous voulez vous renseigner plus, vous pouvez aller voir sur Wikipédia. Je pense que ce sera assez complet. Tapez théorie des jeux sur Google, il y aura pas mal d'articles intéressants. C'est pas le but de cette vidéo. Mais le fait que le poker soit un jeu à information imparfaite et incomplète implique qu'on doit faire des hypothèses. On doit faire des hypothèses sur le style de jeu adverse, on doit faire des hypothèses sur les ranges, on doit faire des hypothèses sur les fréquences. Alors je vais expliquer ces différentes notions un peu plus tard. Et aussi la probabilité intervient, ça c'est très simple. C'est comme le hasard intervient, même si on est favori, on n'est pas sûr de gagner. Donc il faut bien connaître les cotes et c'est pas très long pour qu'un joueur débutant connaisse au bout d'un moment les cotes au moins qui arrivent, enfin dans les situations les plus courantes comme tirage couleur ou As-Roi contre paire de 5, etc. Comme je l'ai dit, les actions effectuées adversaires sont connues et les inconnus sont main inverse et les cartes qui vont tomber. Ensuite, le fonctionnement du poker. Alors, le poker, c'est 4 notions principales. Premièrement, une range, ce qu'on appelle un éventail de mains. Je m'explique. Au poker, on ne peut pas savoir exactement les cartes adverses, sauf dans des cas très précis où il ne peut y avoir que, par exemple, As-6 ou As-Roi de pique. Mais de manière générale, il faut faire une supposition sur un ensemble de mains adverses, ce qu'on appelle un éventail. C'est-à-dire que ça peut aller d'une main A à une main B. Par exemple, je vais donner un exemple. Une range serait As-Roi et une paire au-dessus des 9. As-Roi, paire de 9, paire de 10, paire de valet, jusqu'à paire d'As. Ensuite, on a une fréquence. Une fréquence, on va l'exprimer par un pourcentage ou une proportion. Entre 1 et 0 pour la proportion, entre 0 et 100% pour le pourcentage. Par exemple, 100% ou 0%. Un instant T, c'est une street donnée. Une street, ce qu'on appelle une street,
c'est un moment donné, c'est-à-dire par exemple pré-flop, c'est une street. Flop, c'est une street, turn et river sont des streets. Un exemple, flop hold'em, et aussi des streets dans des jeux à tirage, ou dans les jeux stud à la quatrième, à la cinquième, dans les jeux à tirage, comme en Deuce to Seven triple draw au deuxième tirage. Et une action donnée, alors ça c'est simple, il y a 4 actions possibles, check, call, fold et raise. Je vais donner un exemple, par exemple vous avez une range qui va être composée de mains très faibles, comme 8 et 2, 9 et 3, 8 et 4 offsuit. C'est des mains, à un instant donné, ça va être, on va dire, pré-flop, et fréquent, ça va être 100%, et l'action donnée, ça va être fold. Donc vous allez folder tous vos 8 et 4, 7 et 2, 100% du temps, pré-flop hold'em. Après, il y a des paramètres secondaires comme la taille des mises, la position aussi, je l'ai pas mis, ce qui est très important. L'état psychologique immédiat du joueur, le tilt, le metagame, etc. C'est-à-dire que selon l'état psychologique du joueur, les fréquences et les ranges vont changer. C'est-à-dire que un joueur qui vient de perdre un coup va jouer, je pense, plus de coups. Il va jouer un peu plus loose pour essayer de regagner et ses fréquences seront plus grosses pour une action qui va tendre vers raise au lieu de check ou fold. Ensuite, ça dépend évidemment des adversaires. Il y a des adversaires qui tiltent en ne jouant plus aucun coup, qui fold tout, ou il y a des adversaires qui jouent vraiment tous les coups, ça dépend. Et tout cela entraîne une profitabilité estimée positive, ce qu'on appelle un gain ou EV+ dans le jargon, ou une profitabilité négative, des pertes ou EV- pour une action donnée à un instant T. Alors je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais on va avancer un peu. Alors, profitabilité, on vient de l'expliquer, c'est les gains ou une perte. Alors c'est-à-dire par exemple, si vous avez paire d'as au bouton et que vous faites tapis, ça va obligatoirement entraîner une profitabilité positive. C'est-à-dire que vous allez au moins gagner les blinds, voire plus si l'un de vos adversaires décide de payer. Ensuite, c'est pas forcément, si vous faites taper au bouton avec les as, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus EV+, mais au moins c'est profitable. Mais après, on ne sait pas si c'est ce qu'il y a de plus profitable. Ensuite, qu'est-ce que l'exploitabilité? On est exploitable lorsqu'on effectue toujours la même action avec le même type de main. Exemple, si vous avez tout le temps les notes, ce qu'on appelle les notes, c'est le jeu max, et que vous bettez 100% du temps all-in à la river, ce qui est traduit ici avec les 4 notions, c'est-à-dire que vous avez les notes et vous misez all-in à la river 100% du temps, c'est profitable, mais c'est facilement exploitable par un fold de l'adversaire à chacun de vos all-in river. C'est-à-dire que si vous faites ça 100% du temps, l'adversaire va au bout d'un moment s'en rendre compte et va se dire mais c'est enfin je vais tout simplement fold. Oh, excusez-moi. Alors, comment ne plus être exploitable? Alors, il y a deux manières de ne plus être exploitable. La première, c'est d'effectuer des actions différentes avec le même type de main. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, l'action va changer, on n'est pas obligé de miser, on peut aussi checker quand on est max à la river. Et l'autre solution serait d'effectuer les mêmes actions avec des types de mains différentes. C'est-à-dire qu'on on va supposer dire bet all-in, on va bet all-in avec les nuts, c'est-à-dire le jeu max, et aussi R, c'est-à-dire nos mains qui n'ont pas de showdown value. Qui n'ont pas de showdown value, qui veut dire qu'il ne peut pas gagner. C'est-à-dire que si on ne fait, si on ne mise pas, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Être profitable ou ne pas être exploitable. Alors beaucoup beaucoup de joueurs pensent qu'il faut être à tout prix inexploitable, qu'il faut balancer, c'est-à-dire mettre sur une balance d'un côté un jeu A et de l'autre un jeu B. C'est-à-dire que, par exemple,
comme on l'a dit avant, à faire tapis et aussi avec ses R et aussi avec ses jeux max. Les joueurs pensent qu'il faut mixer ses actions, mixer ses ranges, etc. Je vais pas vous dire que c'est faux, sauf que je pense que cette logique a ses limites. Le but du poker reste gagner de l'argent, et je pense que la plupart d'entre vous surestiment les capacités de l'adversaire. C'est-à-dire que si vous voulez être profitable et que vous voulez faire tapis que seulement avec vos jeux max, et que l'adversaire ne s'adapte pas. Il est évident que dans ce scénario-là, euh, il est inutile de faire tapis en bluff. Donc le ratio de profitabilité-exploitabilité doit être proportionnel au niveau des adversaires. Alors il faut mieux être profitable face des mauvais joueurs. C'est-à-dire que si vous pensez que vous pouvez les bluffer dans des situations où c'est évident que vous bluffez mais ils ne s'en rendent pas compte, allez-y, bluffez-les parce que c'est profitable. Quand vous misez alors que vous n'avez 0% du pot, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'équité dans le pot, et que vous réussissez à le bluffer, vous remportez la totalité du pot qui est profitable. Mais aussi contre des calling stations, n'hésitez pas à seulement value et à ne les jamais bluffer, puisque c'est des mauvais joueurs, ils vont pas s'en rendre compte, ils vont pas. Ce n'est pas parce que vous êtes exploitable que l'adversaire va vous exploiter. Alors l'exploitabilité contre des bons joueurs, alors l'exploitabilité vs des bons joueurs, il faut mieux enfin les deux notions exploitabilité et profitabilité se confondent. C'est inversement proportionnel. La plupart du temps, contre les bons joueurs, moins on est exploitable et plus on est profitable. Excusez-moi de la faute ici. Donc moins on est exploitable, plus on est profitable. C'est évident puisque c'est contre des bons joueurs, ils vont essayer de savoir ce qu'on fait, ils vont essayer de réfléchir à notre jeu. Donc au bout d'un moment, si on ne fait que de bluffer dans une certaine situation, il va nous payer tout le temps. Si on fait que de check fold à la turn, il va tout le temps miser à la turn, etc., etc. Donc les deux notions se confondent. En résumé, je pense qu'il faut essayer de trouver l'action la plus profitable sur le moment, de manière générale. Et contre les bons joueurs, vous verrez que vous allez balancer, enfin, quand je dis vous allez balancer, vous allez mixer de manière presque automatique, puisque l'action la plus profitable sur le moment va changer. Ça va pas tout le temps être de bluffer, ça va pas tout le temps être de miser ses jeux max. Alors parfois il vaut mieux, parfois contre un bon joueur, ici vous pensez que check est mieux que bluffer, enfin vous allez faire de manière automatique puisque contre les bons joueurs ça dépend du metagame. Un exemple de choses qu'il faut changer sur une table avec beaucoup de mauvais joueurs, calling station, lose, il vaut mieux pré-flop ne tribetter, c'est-à-dire tribet. Beaucoup de joueurs aussi pensent que tribet c'est faire 3 fois le gros bind. Non, non, 3 BT ça veut dire sur-relancer pré-flop, c'est-à-dire que quelqu'un va se relancer ou sur-relancer. Je sais que je dis des choses basiques, mais je préfère préciser ces choses basiques plutôt que laisser certaines personnes dans l'inconnu. Donc votre range de pré-flop, de 3 bêtes pré-flop doit changer et ne tribetter que les mains fortes. Donc même si vous êtes exploitable, il vaut mieux privilégier ça. Alors que contre une table de bons joueurs, vous allez automatiquement tribet de mains faibles. Parce que si l'adversaire commence à trop folder sur vos tribets, vous allez vous rendre compte que c'est profitable de tribet. Et que l'adversaire, ça va être plus dur pour l'adversaire de jouer. Puisque dans notre range de tribet, il y aura aussi des mains fortes et des mains faibles. Je vais aussi parler un peu de bet sizing. Ce sera des concepts qui sont c'est des paramètres secondaires qui sont un petit peu plus poussés. Alors, contre la majorité des joueurs négligent l'importance de ce facteur important. Comme vous voyez sur internet, pour mixer les ranges, comme on dit, pour ne pas être lisible, la plupart des joueurs misent tout le temps la même chose. Entre 2 tiers et 3 quarts du pot, 3 fois la grosse blind pré-flop.
moi, ce que je vous conseille, de ne pas hésiter à tenter des mises de taille différentes. Par exemple, sur une table de mauvais joueurs, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à faire 5 grosses blinds pré-flop. Pourquoi faire 3 si... enfin, for value. Pourquoi faire 3 for value si, de toute façon, de manière générale, pré-flop, on raise la plupart du temps for value. Donc pourquoi faire 3 alors que si on fait 5, ce qui fait grossir le pot, ce qui fait rentrer plus d'argent au milieu avec des grosses mains. On peut faire 5 si la table est très mauvaise. Donc varier la taille en fonction de sa range, fréquence et en fonction de l'adversaire. Et aussi des situations où varier la taille de ses mises peut être intéressante. Un exemple, vous avez 4 et 5 de cœur, vous relancez, excusez-moi une faute d'orthographe encore, vous relancez au bouton, la big blind défend, flop vient 4, 8, 10 avec 2 piques, vous avez pas de pique, donc vous avez la plus petite paire. Big blind donc bet, ce qu'on appelle donc bet, c'est quand big blind mise sans l'initiative, c'est-à-dire que c'est nous qui avons l'agression pré-flop et c'est lui qui mise post-flop au flop. Et nous on paye, on décide de payer. Je pense que c'est pas trop mauvais. Si on ne connaît pas Big Blind, on peut s'attendre à ce qu'il ait beaucoup de tirages, beaucoup de mains qui ne touchent pas forcément, enfin, qui n'ont pas forcément une meilleure main que nous sur le flop. À la turn vient un 2 qui n'améliore personne. À Big Blind deuxième barrel, on décide de payer. C'est juste pour l'exemple ici, c'est pas forcément bien joué ou quoi que ce soit. Je mets juste l'exemple, mais de manière générale, je pense que c'est pas trop mauvais. Je pense qu'il y a encore beaucoup de tirages ou beaucoup de mains faibles qui n'ont pas amélioré sur ce 2 qui est une blanque complet. Et à la river, le 4 qui double, sans le tirage couleur, et la big blind check. Alors ici, si vous réfléchissez un peu, on a une range qui est relativement faible. C'est-à-dire que on a relancé à aucun moment de la main, sachant que le board est relativement drawy. Le 4 qui double est relativement une blanque, sauf si on a vraiment un 4 qui reste très rare. Donc ici on a une très forte main, un brelan, dans une situation où notre fréquence de bluff est élevée. Elle est perçue ou réelle, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément bluffer très souvent cette river, mais l'adversaire peut penser que vous allez bluffer souvent, peu importe, parce que votre range est super faible. Alors je mise, elle est super faible parce qu'elle inclut beaucoup de tirages qui ont raté. Moi je dis que ici c'est possible de faire un gros bet, voire un overbet pour rentabiliser au maximum. Donc varier ses mises en fonction de l'adversaire. N'hésitez pas à value better gros et bluffer petit si l'adversaire ne s'adapte pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'adversaire est un joueur assez mauvais qui ne fait pas sur la taille de mise, n'hésitez pas à value better gros, voire faire all-in quand vous touchez le jeu max, et bluffer petit pour que le bluff soit plus rentable. C'est logique, quand vous misez et que vous faites payer, vous risquez moins de jetons. Mais contre de bons joueurs, varier le montant de ses mises, c'est une appréciation personnelle. Ça apporte une complexité nouvelle parce qu'il faudra, comme je l'ai dit dans ce chapitre-là, les deux notions se confondent. Donc il faudra mixer la taille de ses mises. C'est-à-dire que parfois on va overbetter en value et parfois on va overbetter en bluff. Alors ça apporte une complication nouvelle. Je pense que si la psychologie est votre point fort, varier le sizing peut être en votre faveur puisque ça apporte une complexité nouvelle, ça apporte plus de metagame. La dernière fois que j'ai overbet, j'étais en value, donc qu'est-ce que l'adversaire va penser? Il va penser que cette fois-ci je bluffe. Ou la dernière fois que je l'ai fait, la dernière fois j'ai overbetté for value, il a payé, et cette fois-ci je mise seulement 3 quarts du pot. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout cela apporte une complexité nouvelle et plus de metagame. Alors voilà les bases du bet sizing. Je pense que récemment Nico a fait une vidéo sur le bet sizing, vous pouvez aller la voir, ce qui est intéressant. Ensuite je vais finir par quelle action faire. Alors comme je l'ai dit,
vos actions doivent toujours avoir un sens. Je l'ai pas dit dans cette vidéo, mais je le dis toujours dans mes vidéos. Il faut toujours savoir pourquoi on fait telle action. Alors, je vais énumérer les raisons qui sont évidentes. Raison de bet ou de raise, c'est de value, soit bluffé. Bluffé, on a une sous-catégorie semi-bluffé. Alors, je vois beaucoup de débutants qui font l'erreur de miser sans trop savoir pourquoi. Alors, ils misent parce que ils font un continuation bet, ils ont regardé des vidéos, ils touchent la troisième paire, donc ils misent. Moi, je préconise de toujours savoir pourquoi on mise. Alors, si vous touchez troisième paire dans un pot, dans un board qui est pas super terrible, c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de continuation bet. Ne faites rien de manière automatique. Donc, pour bet et raise, il n'y a rien entre le value et le bluff. Il y a soit value, soit bluff. Après, il y a des cas spécifiques où ça peut être entre les deux, mais c'est très très rare. La plupart du temps, quand vous misez, vous savez pourquoi vous le faites. Ensuite, les raisons de check. Ne pas grossir le pot. C'est-à-dire que quand vous avez une main faible ou quand vous voulez plus mettre d'argent au milieu, vous pouvez checker. Et aussi pour pot contrôler. C'est-à-dire que, comme le cas précédent, vous touchez la troisième paire, vous n'êtes pas sûr de la force de votre jeu, vous pouvez décider de pot contrôle, puisque vous n'avez pas envie de miser pour que l'adversaire relance et que et que vous décidez de folder, puisque l'adversaire est assez agressif, il peut décider de bluffer, vous ne pouvez pas payer non plus, mettre beaucoup d'argent au milieu avec une main faible. Et la deuxième raison pour checker, c'est de piéger l'adversaire, et la raison de fold, c'est évidemment d'abandonner. Donc, comme je l'ai dit, ne pas miser, ne pas miser. Oui, ne pas miser, ne pas checker quand vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Et l'anticipation est primordiale au poker. Toujours anticiper les actions adverses. Alors je m'explique. Avant de faire une action, énumérer les trois réactions possibles de l'adversaire. C'est-à-dire que si vous misez, il faut toujours prévoir les actions. C'est-à-dire que si vous misez, il faut savoir quoi faire quand l'adversaire vous relance, quand l'adversaire vous décide de payer ou quand l'adversaire décide de passer. Enfin, surtout les deux premières. Si l'adversaire décide de payer, vous prenez le pot. Donc toujours anticiper. Si dans la plupart des cas, si vous misez et que si vous décidez de miser et que vous savez pas quoi faire quand l'adversaire vous relance, checker peut aussi être une autre solution. Donc évaluer toutes les possibilités. Ne misez pas sans savoir dans le noir, sans savoir ce que vous allez faire si l'adversaire vous relance. Ce qu'on appelle les bet for info, raise for info, c'est-à-dire que vous misez, vous savez pas, vous misez sans trop savoir quoi faire pour l'information. Ne misez pas pour l'information. Misez for value ou bluff. Parce que l'adversaire ne va pas forcément vous donner la bonne information. Donc, en plus, le piège du bet for info, c'est que la plupart des gens bet for info et ne follow pas. C'est-à-dire qu'ils ont anticipé que c'est un bet for info, ils ont anticipé que si on se fait relancer, on passe, et que sur le moment même, ils payent quand même. Donc, c'est souvent un mauvais choix. Je vais vous donner quelques indices sur des cas concrets dans cette vidéo qui est très très théorique. Je vais pas faire plus de pratique que ça, mais je pense que il y a des situations où ça peut être intéressant. Enfin, il y a des situations où il y a des cas qui sont généraux et qui peuvent être intéressants pour tout le monde. Je vous conseille de ne pas bluffer les mauvais joueurs, c'est évident, la plupart des gens le savent. Les mauvais joueurs, pour la plupart d'entre eux, n'aiment pas folder leurs mains. Après, il y a des mauvais joueurs qui sont très très weak. Ce qu'on appelle weak, c'est qu'ils aiment bien folder, sauf qu'ils ont le jeu max. Ensuite, bluffer plus quand votre range est très forte et value BT plus quand votre range est très faible. C'est-à-dire que là où votre range est très forte, s'il se trouve que vous n'avez pas vraiment le jeu, n'hésitez pas à bluffer parce que l'adversaire, vous aurez une grosse fold equity. Quand vous avez une range très faible, par exemple à la river comme tout à l'heure, n'hésitez pas à value BT. C'est-à-dire que
vu que vous allez vous faire payer plus souvent. Et quand votre range est très fort, vous allez vous faire payer moins souvent. C'est-à-dire que quand le flop vient As-5 et que l'adversaire mise et que vous décidez de payer, et que à la turn, quand vous décidez de check payer encore sur une carte insignifiante, vous avez une range très forte. Donc ça peut être des situations où ça peut être intéressant de bluffer. Et ensuite, de manière générale, n'hésitez pas à bluffer la river contre la plupart des joueurs. Je pense que la plupart des joueurs de poker ne bluffent pas assez la river. Une 2 barrel beaucoup, mais une 3 barrel pas ou ne bluffe pas assez la river. De peur de se faire payer sans avoir aucune équité. C'est mathématique, il suffit que ça marche une fois sur deux si vous misez moins que le pot pour que le bluff à la river soit rentable. Alors s'il y a 100 au milieu et que vous n'avez vraiment, si vous avez R, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas vraiment aucune chance de gagner sauf miser, il suffit que ça marche une fois sur deux pour que ce soit rentable. Après, il ne faut pas bluffer évidemment dans des situations où vous ne représentez rien ou contre des mauvais joueurs. Mais la plupart du temps, bluffer river peut être une bonne arme. De plus, si vous bluffez river, vous allez vous rendre compte que même si vous faites payer, ça peut être pas mal pour votre image. Vous allez vous allez rentabiliser plus facilement vos mains, vos grosses mains plus tard, parce que l'adversaire aura toujours ça dans la tête. Il fait il peut toujours bluffer, donc n'hésitez pas à le faire plus souvent. Ensuite, checker, c'est évident, checker plus souvent contre des joueurs agressifs pour contrôler la taille de pot et pour piéger. Value BT plus les joueurs passifs. N'essayez pas de piéger les joueurs passifs parce que la plupart du temps ils vont checker. Donc n'essayez pas de trouver des lines trop tricky. Si vous avez une grosse main contre des joueurs passifs, misez et priez pour qu'ils payent. Ensuite contre les joueurs agressifs, vous pouvez raise en bluff plus souvent parce que si bluff, ça va être très dur pour eux de tribet bluff. Donc contre des joueurs agressifs, vous pouvez raise bluff, dans leur range est relativement faible. En plus, ils peuvent value bet plus light, vu qu'ils s'attendent à ce que vous payiez plus souvent, du fait de leur image. N'hésitez pas à les raise bluff très souvent. Donc quand ils ont une agression, quand ils ont une fréquence d'agression très forte, que ce soit la river ou la turn, n'hésitez pas à bluffer, même avec rien, au lieu de payer ou de passer. En conclusion, ne pas hésiter à faire des hypothèses, même pour se tromper, comme je l'ai dit au départ. Le poker est un jeu où on n'a pas les informations, on n'a pas toutes les informations qu'il nous faut. Il faut toujours faire des hypothèses, même pour se tromper. Ensuite, le but du poker, c'est de gagner de l'argent. Privilégier de manière générale la profitabilité immédiate. Ne mixez pas tout le temps quand c'est quand c'est inutile. Faites-le, réfléchissez à vos fréquences, à vos ranges et celles de vos adversaires. Si l'adversaire pense que vous bluffez ici plus souvent, ne bluffez pas évidemment et misez plus gros, misez plus cher for value. Et quand l'adversaire pense que vous avez un jeu très fort ici ou quand pense que vous êtes très tight, bluffez plus souvent. Faites l'inverse de ce que l'adversaire pense. Pour le bet sizing, il faut varier ses bet aussi en fonction de l'adversaire, comme je le dis, en fonction de vous. Si vous êtes à l'aise ou pas avec une complexité nouvelle, si vous êtes fort psychologiquement. Ensuite, pour finir, deux notions très importantes. Savoir pourquoi on fait quelle action. Toujours savoir si on mise for value, si on mise for bluff. Toujours réfléchir avant de faire quelque chose. Et ensuite, anticiper. C'est-à-dire que avant de miser, prévoyez ce que vous allez faire. Si l'adversaire décide de vous relancer ou décide de vous payer, prévoyez déjà ce que vous allez faire à la street suivante. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur le forum, même si c'est pour critiquer. Cette vidéo est, je l'accorde, très basique, mais je pense que c'est pas plus mal parfois de répéter les bases et que on soit d'accord sur à peu près tout. Donc n'hésitez pas à poster vos idées non plus. Enfin,
je vais probablement faire d'autres vidéos sur ce format-là. S'il y a des chapitres que vous voulez aborder, postez-les en commentaire dans la vidéo. Euh, S'il y a des points que vous n'avez pas aimés, n'hésitez pas, je me répète encore. Merci.